Bienvenue à votre édition de l'actualité. À présent, voici les titres. Côte d'Ivoire, présidence. Le président Alassane Ouattara reçoit le PDG du groupe Montage Gold. Nigeria, pénurie de carburant. Les citoyens en attente de solutions. JO Paris 2024, 9 Africains dans l'équipe olympique des réfugiés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, son éminence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce jeudi 2 mai 2024 au palais de la présidence de la République avec le président directeur général du groupe minier Montage Gold, M. Martino de Cissio. Ce groupe a annoncé au chef de l'État la découverte d'un important gisement aurifère en Côte d'Ivoire. Accompagné par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua, le PDG du groupe canadien d'exploitation aurifère Montage Gold est venu annoncer ce jeudi 2 mai une très bonne nouvelle au président de la République Alassane Ouattara, à savoir la découverte d'un important gisement d'or de classe mondiale dans les départements de Kani et Dianra, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cet important gisement d'or est baptisé Projet Koné. Aujourd'hui, c'est avec grande fierté que nous annonçons la découverte du projet Koné. Ce sont 5 millions d'onces avec un potentiel de production de 300 000 onces par an. En termes d'usine, on part de 11 millions de tonnes par an, qui serait de loin la plus grande usine en Côte d'Ivoire et la troisième plus grande usine dans la sous-région. Ça nécessitera des investissements de 400 milliards de francs de CFA. Avec le groupe Montage, notre ambition est d'en faire un grand groupe africain, commençant par la Côte d'Ivoire. Vu que personnellement, ça fait 15 ans que je travaille ici dans le pays, c'est avec une grande fierté d'avancer ce projet avec l'appui de la famille Lundin en tant qu'actionnaire principal. Notre objectif, c'est d'avancer ce projet d'une façon gagnante-gagnante avec nos partenaires locaux et avec l'État. Donc avec ceci, j'aimerais remercier l'État, la Chambre des mines, le ministère des Mines et Géologie et tous les participants locaux qui nous aident à avancer ce projet. 5 millions d'onces, soit une capacité de 155,5 tonnes d'or. L'exploitation du gisement par Montage Gold permettra de traiter 11 millions de tonnes de minerais par an pendant 16 ans. L'exploitation du gisement Koné va nécessiter un investissement de plus de 400 milliards de francs. Ce projet aura un impact important sur l'économie. Les recettes fiscales et les revenus des fournisseurs de biens et services locaux sont estimés à 1 500 milliards de francs, sans compter les projets de développement locaux qui seront réalisés au bénéfice des communautés riveraines et qui sont estimés à 20 milliards de francs. Le projet Koné va générer 2500 emplois directs et indirects pendant la phase de construction de l'usine et 2000 emplois directs et indirects lors de son exploitation. Cette importante découverte minière a été rendue possible grâce à l'amélioration continue de l'environnement des affaires sous le leadership du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que le climat de paix et de sécurité qui règne dans le pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a assisté ce jeudi 2 mai au sein de l'École nationale de l'administration à la sortie de la 58e promotion de cette école. Ce sont 543 élèves qui célèbrent la fin de formation et leur entrée prochaine dans l'administration publique. Ils sont 543 élèves qui ce jeudi quittent les salles de classe de l'ENA, l'École nationale de l'administration ivoirienne. Au terme de leur formation, ils sont désormais appelés à servir l'administration publique. Je voudrais remercier le président de la République qui fait de la formation des cadres un axe assez important de sa gouvernance. Je prends engagement avec fermeté de bien servir l'État en tant que capitaine des douanes. Cette 58e promotion se compose de 433 élèves issus de concours directs, 98 de concours professionnels, 5 recrutés en qualité d'auditeur libre et 7 à titre étranger. La promotion, il faut le souligner, compte 208 femmes, soit un peu plus de 38% de l'effectif total. Vous avez été formés avec rigueur pour servir de toute votre âme l'administration, dans la discipline et la dignité, avec responsabilité et professionnalisme, élevés dans la parfaite conscience de la primauté absolue du bien de la République et de l'intérêt général. Vous ne devez pas faillir
et jamais vous ne faillirez. Vous ne devez ni trahir, ni corrompre la confiance placée en vous, et jamais vous ne devez sur ces points être pris à défaut. Au pupitre, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, salue les qualités du parrain de cette promotion, le Premier ministre Robert Begré-Mombé, et invite ses filleuls à marcher dans ses pas. Alors que vous vous apprêtez à gagner vos postes de travail, l'administration publique qui vous recevra croit et espère en vous. Vous devez vous montrer à la hauteur des charges et responsabilités qui vous seront confiées. Vous ne devez pas décevoir. Ainsi, vous mériterez de votre illustre parrain. Et pour respecter la tradition, la promotion prête serment. Faites-nous le serment de toujours servir avec honneur, loyauté et discipline la République de Côte d'Ivoire comme nous le faisons nous-mêmes. Le chef du gouvernement, qui salue la fin de cette formation, rappelle la vision du chef de l'État qui place l'homme au cœur du développement. La Côte d'Ivoire nouvelle que construit avec ardeur et rigueur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, appelle un changement de paradigme, de méthode et de manière d'être à tous les niveaux. Il s'agit d'opérer une véritable transformation à la fois de notre économie, de notre société et des valeurs sur lesquelles tout cela repose. Robert Begré-Mombé prodigue des conseils de vie à ses filleuls. Ce qui compte, c'est la force de votre caractère, c'est la beauté qui est en vous-même. Travailler, c'est prier. C'est un secret que je vous livre, mes chers filleuls. Parce que quand vous travaillez, vous n'avez pas le temps de critiquer les autres. Vous n'avez pas le temps d'attendre que les autres viennent vous aider. Retenez cette phrase. La formation a aussi pris en compte des auditeurs libres, des élèves issus des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale et des eaux et forêts, recrutés par test spécifique, et des auditeurs à titre étranger, des élèves non ivoiriens recrutés à la demande des gouvernements de leur pays, le Congo et la Centrafrique. Le Nigeria, détrôné de son titre de premier producteur de pétrole en Afrique, est en pénurie de carburant. Cette crise est principalement imputée à la suppression des subventions au carburant et aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement. C'est dans cet élément. Depuis le début de la semaine, les Nigérians font la queue pendant des heures pour acheter du carburant dans les grandes villes, alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à une pénurie de carburant. En plus d'accroître les difficultés pour des millions de Nigérians déjà en proie à la crise économique, cette situation a engendré une augmentation des coûts de transport. Le Nigeria est confronté à une pénurie de carburant, entraînant une hausse du prix de l'essence jusqu'à 900 naira dans certaines régions. Les négociants en produits pétroliers affirment qu'il faudra jusqu'à 2 semaines pour que la situation se normalise, tandis que la compagnie pétrolière nationale affirme qu'elle dispose de stocks suffisants pour répondre aux besoins de la population. Le gouvernement lui affirme avoir entamé un approvisionnement d'urgence en carburant pendant 15 jours. Les citoyens espèrent une amélioration grâce à ces mesures. L'Afrique du Sud ne sera plus bientôt confrontée aux coupures d'électricité. Depuis plusieurs années, le pays multiplie les coupures de courant à cause d'un réseau défectueux. La compagnie publique d'électricité Eskom dit avoir entamé une stratégie de transition énergétique. Le ministre de l'électricité sud-africain a annoncé que le pays ne rencontrerait bientôt plus de panne d'électricité. La compagnie nationale Eskom a réalisé un facteur de disponibilité énergétique de 65,5%, atteint pour la dernière fois en 2021. Ce résultat confirme le succès de la stratégie agressive de redressement axée sur la maintenance malgré les risques inhérents. À l'occasion de la fête des travailleurs, le ministre a salué ce résultat comme une étape importante dans la résolution de la crise énergétique dans le pays. Selon lui, le retour des unités dans plusieurs centrales électriques est un ajout bienvenu à la capacité de production. L'Afrique du Sud aurait donc dépassé ce que le ministre a appelé les pics de panne. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité depuis plus d'1 mois.
Le président du conseil d'administration d'Eskom, Mteto Nyati, a également salué le pourcentage de disponibilité énergétique et a ajouté que le conseil d'administration s'était fixé des objectifs plus élevés pour l'année à venir, avec un objectif de 70% pour avril 2025. Le ministre de l'électricité sud-africain a déclaré que le gouvernement allait maintenant se concentrer sur le maintien et l'amélioration des performances et des succès d'Eskom. Le continent africain est confronté par l'un des défis les plus importants pour atteindre les objectifs de développement durable. Alors qu'elle reçoit 30 milliards de dollars par an pour l'adaptation au climat selon Africa Big Deal, l'Afrique a besoin de 277 milliards de dollars par an pour atteindre ses objectifs climatiques d'ici 2030. Les panneaux solaires parsèment les toits de Lagos. La mégalopole nigériane a adopté l'énergie solaire. Le climat se présentant comme une aubaine pour les startups en Afrique, mais elles se heurtent à l'accès aux fonds, même si elles ont levé plus de 3,4 milliards de dollars depuis 2019 grâce aux sociétés de capital risque. En 2015, c'était beaucoup plus facile. Il y avait beaucoup de VC. Ils étaient très intéressés par les entreprises d'énergie renouvelable. Il y avait beaucoup de subventions, ce qui fait que la stratégie à l'époque était d'obtenir du capital patient qui pouvait permettre la croissance de beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, le secteur est un peu plus serré car la chaîne de valeur s'est élargie et les acteurs cherchent désormais à jouer dans ces domaines spécifiques. L'Afrique a besoin de 277 milliards de dollars par an pour atteindre ses objectifs climatiques d'ici à 2030, selon Africa Big Deal. Ce que nous faisons simplement, c'est d'aborder de la même manière l'énergie décentralisée. Ainsi, si nous pouvions remplacer un générateur par des panneaux solaires un par un, nous réglerions le problème. Ce que nous faisons maintenant, c'est le faire à plus grande échelle. Ressources dispose d'une capacité solaire de 2 MW dans tout le Nigeria et nous envisageons d'installer 20 MW cette année. En 2023, les startups de la technologie climatique en Afrique ont levé 1,4 milliard de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Je pense que la marge d'amélioration est maintenant de voir que des investisseurs plus importants examinent le modèle, participent et prennent le niveau de risque que les VC ne seront pas en mesure d'assumer pour aider à faire évoluer les acteurs qui dépassent maintenant le stade du capital d'amorçage, qui ont dépassé le stade du VC et qui les aident ensuite à se développer et à résoudre le problème. Selon les experts, pour débloquer des financements, les pays africains doivent s'attaquer à des risques tels que l'instabilité monétaire qui décourage les investisseurs. Nous parlons à présent des JO Paris 2024 où pour la 3e fois, une équipe de réfugiés va participer à des Jeux olympiques d'été. Après 2016 et 2020, le Comité international olympique a dévoilé le jeudi 2 mai sa composition pour l'édition 2024 à Paris. Ce sont en tout 36 athlètes sélectionnés, dont 9 Africains parmi 73 réfugiés bénéficiaires. Natation, canoë-kayak, boxe et autres. L'équipe olympique des réfugiés doit concourir dans 12 sports lors des Jeux de Paris qui débuteront le 24 juillet. Au total, 36 athlètes vont défendre les couleurs de cette équipe, 23 hommes et 13 femmes de 11 pays. La liste a été dévoilée jeudi par le président du Comité international olympique, Thomas Bach. C'est quelque chose que nous devrions tous apprécier. En plus de la performance, c'est la valeur émotionnelle. L'envoi de ce symbole d'espoir à plus de 100 millions de personnes qui, malheureusement, ont dû migrer et faire prendre conscience au monde de l'ampleur de cette crise. And they're having there these elite athletes representing. La présence de ces athlètes d'élite qui représentent plus de 100 millions de réfugiés et de migrants dans le monde devrait les rendre très fiers et ils devraient s'en réjouir en même temps.
Together, we are. Les réfugiés jouent leur partition à la messe olympique depuis Rio en 2016. C'est tout pour cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et surtout une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.